Art moderne ou contemporain, métier d'art ou art de demain, partons à la découverte de pratiques artistiques dans votre magazine hebdomadaire Bulle d'Art. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Bulle d'Art de l'année 2017. Pour marquer le coup, nous avons décidé de commencer l'année avec une légende du milieu artistique bordelais, autrement dit le redoutable Éric Quillat. Éric Quillat qui fut dans les années 80 le premier graffeur bordelais, le tout premier à recouvrir les murs de la métropole avant d'intégrer le sulfureux collectif des Inflammables qui se spécialisa durant plusieurs années dans les actions de vandalisme, il n'y a pas d'autre mot, à l'intérieur des conventions et des foires d'art contemporain. Ils frappèrent à Paris, à Venise, détruisant des œuvres jusqu'à ce que la justice leur donne l'ordre de se calmer un petit peu. Alors s'ensuivirent dans les années 90 une période d'ombre où on n'entendit plus parler des Inflammables. Et puis il y a quelques années, Éric Quillat s'est remis au pinceau et continue une production toujours énervé, toujours centré sur les problèmes du monde, mais vous allez le voir, beaucoup plus zen. Rencontre donc avec un Éric Quillat presque serein. Ironiquement, nous avions choisi de nous installer sur le toit du CAPC qui fut le premier coup d'éclat des Inflammables puisqu'ils en bombèrent une partie des murs à l'époque. Éric Quillat dans Bulle d'Art. Bonjour tout le monde, Éric Quillat, peintre, j'hésite à dire artiste parce que ça ne veut plus dire grand chose. Je préfère dire peintre, même si je suis obligé de préciser parfois, sinon c'est pris comme peintre en bâtiment, ce qui ne me gêne pas du tout d'ailleurs. Mais bon voilà, je suis artiste peintre. Je suis, je crois, le premier graffeur de Bordeaux et à ce titre... j'ai un peu de reconnaissance des petits jeunes là maintenant, c'est ce qui fait plaisir. Quand on parle de premier graffeur de Bordeaux, ça nous ramène aux années 80, faut préciser. Oui, ça date, en ce qui me concerne, de 82-83, les premiers graffes sur Bordeaux. Et à l'époque, tu étais tout seul au départ ou ça a été direct les fameuses Inflammables dont tu as fait partie ? Au départ, j'étais tout seul. Le premier graphe que j'ai fait, c'était en bas de chez moi pour fêter la naissance de mon fils. Voilà, tant pis pour eux. Et après, j'ai continué. En fait, c'était un test parce que j'avais jamais utilisé la bombe, juste mes pinceaux. Et c'était un test et voilà, j'ai continué. Mais j'étais tout seul. J'étais d'ailleurs longtemps seul à faire ça sur Bordeaux. Voilà. Est-ce que tu avais déjà à l'époque tes espèces de personnages fétiches, là, le petit triangle, la patte en colère, les petits robots, les choses comme ça existait déjà ou c'est venu à force de recouvrir des murs ? Non, ils ont été pensés avant de passer à l'acte. J'avais déjà réfléchi et à conceptualiser un graphisme facile à faire à la bombe, et rapide surtout, parce que le but était de continuer, donc de ne pas se faire prendre. Et donc, pas tous, mais une grande partie de mes personnages sont nés à cette époque-là. Et c'était quoi le but d'inventer des personnages ? Parce que rétrospectivement, j'ai revu on va appeler ça des peintures de l'époque, et ça donnait que l'impression comme d'être un langage un peu mythologique, comme si la ville avait une histoire un peu secrète et qui avait été gravée sur les murs, des espèces d'hommes de Lascaux, de Mériadec, quoi, un petit peu. C'est un peu l'idée au départ. C'était une époque où je m'intéressais beaucoup aux hiéroglyphes égyptiens, et donc je cherchais un langage visuel en fait. Universel, c'est un grand mot et c'est prétentieux, mais je voulais aussi en même temps que on ait l'air de comprendre un message, mais en fait ces personnages correspondent à rien au niveau de mots, ils veulent rien dire, c'est simplement que mis ensemble les uns à côté des autres, on a l'impression que c'est un langage, mais non. Quand tu t'es attaqué entre autres aux terrasses de Mériadec, il y avait un plan global où tu t'es dit tiens, ici il y a de la plage, je fais un truc, là je vais mettre autre chose, ou direct tu avais repéré les lieux en te disant on va en mettre partout mais il y a un sens à tout ça? Alors j'avais fait un repérage évidemment,
mais il n'y avait pas de plan d'exécution. Ça s'est fait au fur et à mesure de l'inspiration. Je pense que le premier que j'ai fait, c'était par rapport à l'éclairage. Il y avait des grosses boules blanches qui éclairaient les terrasses, et je m'en servais en fait pour faire les têtes des personnages. Donc la tête éclairait tout le reste du personnage qui lui était sur le mur. Ensuite j'ai continué, et comme j'étais seul à graffer, je choisissais les meilleurs endroits évidemment, puisque j'avais le choix. À cette époque-là à Bordeaux, vous étiez quoi? Il y avait toi, il y avait un ou deux mecs qui travaillaient le pochoir, il y avait celui aux initiales que tu m'évoquais tout à l'heure. Ça se bousculait pas le long des murs quand même? Non, pas vraiment. À l'époque, en fait, avant moi, il y avait des pochoiristes. Et en graphe, de mémoire, je n'en vois qu'un. C'était un groupe de mecs que j'ai jamais rencontré d'ailleurs. Je sais pas qui c'est. Qui signait LSB, la sardine barbue. Voilà, c'était le premier graphe, en fait, c'était eux sur Bordeaux. Et ensuite, moi, je suis arrivé. Avec des dessins, des graphes, c'est moi qui ai commencé à Bordeaux. Ouais. Est-ce que toi déjà tu te rappelles la réaction des gens? Enfin, si déjà les gens savaient que c'était toi qui le faisais, parce qu'il y avait un côté anonyme quand même. Fallait pas que j'imagine que tu le clamais pas sur les toits, que c'est toi qui avais pourri tous les murs. Quelles étaient les réactions de quoi tu te rappelles à l'époque? Comment les gens ont réagi à ça? Alors au niveau des réactions, deux choses. J'étais surpris parce que j'avais quand même évidemment la notion de l'interdit. J'étais surpris en fait de l'acceptation par la plupart des gens du fait d'embellir des murs. C'était la première fois que ça se faisait à Bordeaux et c'était assez positif. J'ai pas de souvenir de problèmes réellement avec des gens, peut-être quelques réactions vers la place de la Victoire, mais bon là aussi je provoquais un peu parce que j'avais fini par faire ça en plein jour, donc il y avait beaucoup de monde, donc forcément ça provoquait des réactions, mais j'ai jamais eu de problème réellement. Même je trouve que au point de vue de une certaine notoriété, entre guillemets, ça a été extrêmement rapide, quoi. Vous aviez choisi, à l'époque, tu t'étais mis en collectif déjà ou pas? Choisir le nom d'Inflammable pour un collectif, Inflammable, c'est pas un nom neutre quand même. Alors à l'époque j'étais seul, mais quand j'ai rencontré mes deux autres compères, on s'était réunis pour faire une collab, comme on dit maintenant, sur les bunkers au Cap Ferret. Ils m'avaient invité, donc j'étais arrivé avec mes pots de peinture pour faire une peinture avec eux. Et puis on s'est dit, tiens, ça serait marrant de continuer à faire des choses ensemble. Et puis un jour, il s'est trouvé qu'on avait été programmé par André Lombardo à l'époque pour DMA2, son festival de musique actuelle. Il nous avait demandé comment on s'appelait. Alors, on savait pas parce qu'on n'avait pas de nom jusqu'à présent. Ça faisait déjà 6 mois qu'on faisait les cons dans la rue, mais on n'avait pas de nom. On va pas le croire, mais c'est pourtant la réalité. On a ouvert le dictionnaire, première page, on a mis le doigt et c'est tombé sur Inflammable. Voilà. Simplement, on a enlevé un M parce que on aimait bien faire des fautes d'orthographe. Et à partir de là, le collectif étant né, il a une reconnaissance puisque vous avez déjà été repéré par Lombardo qui, à l'époque, était tirait un peu Bordeaux vers le haut au niveau des avant-gardes musicales en tout cas, et pas que. Et à partir de là, vous avez fait quand même pas mal parler de vous. Vous êtes rentré dans une espèce de démarche de guérilleros de l'art quelque part. Enfin, c'est comme ça que moi je vous voyais de loin à l'époque. Alors, on faisait des trucs dans la rue, mais sans prétention et juste pour déconner, quoi. C'était du vandal, hein, ni plus ni moins. On cherchait pas à faire du joli. C'était juste pour des fins de soirée, quoi, bien arrosés. Et on avait toujours des pots de peinture dans les bagnoles, donc on déconnait. Et puis un jour, on s'est mis en tête d'aller refaire le mur du CAPC. Ça a posé des problèmes au sein du groupe parce qu'il y en a un qui voulait pas. On a fini par le faire changer d'avis, à condition qu'on fasse un graphisme qui ne ressemble pas à ce qu'on faisait d'habitude.
pour entre guillemets ne pas être reconnu. Ce qu'on a fait en une nuit, on a fait tout le mur de l'entrée du CAPC qui à l'époque était pas au même endroit, c'était rue Foix, voilà, c'est ça. Donc toute la rue. Et dès le lendemain, tout le monde nous cherchait déjà, donc c'était bien la peine de faire un graphisme qui ressemblait pas à ce qu'on faisait d'habitude. Et du coup, c'était quoi le motif pour aller s'exprimer sur le CAPC? Il y avait quoi? C'était une provocation, un pied de nez à l'institution de l'art ou juste parce qu'il y avait un bel espace? Alors l'espace, un grand mur comme ça, il était pour nous, c'était évident. La provocation, oui, certainement. Et puis en même temps, comme nous a dit après Jean-Louis Froment, qui était directeur du CAPC à l'époque, et nous on l'avait pas formulé, mais lui il a formulé à notre place, c'était une prise de parole. Voilà, à partir de ce moment-là, tout le monde savait qu'il était inflammable et jusqu'où on pouvait aller. Eric Kilat, peintre. Pas une façon de dire on nous refuse à l'intérieur, donc on va s'incruster à l'extérieur, ou un truc comme ça en tant qu'artiste un peu maudit, entre guillemets? Absolument pas, parce qu'on cherchait pas à être à l'intérieur, donc non, c'était par pur... on se posait pas de questions en fait, on faisait ce qu'on avait envie de faire, et puis après, bon, ça arrivera ce qui arrivera, et voilà. J'ai l'impression qu'à l'époque, vous aviez plus un côté un peu nihiliste punk, plutôt que, comme beaucoup d'artistes maintenant, vous n'aviez pas la notion de plan de carrière du tout. Même aller faire un coup d'éclat sur sur les murs d'un musée d'art contemporain, c'était pas une étape dans un plan marketing au service de votre carrière à l'époque. Vous vous en foutiez un peu du futur, non? Complètement. Complètement. La preuve, c'est qu'après l'épisode du CAPC, on a continué et crescendo, c'est-à-dire qu'on allait de plus en plus fort. Donc, on s'en foutait et puis quelque part, peut-être qu'on attendait que quelque chose nous arrête, quoi. Donc, c'était une fuite en avant, mais vraiment pas carriériste, absolument pas. Et la preuve, c'est qu'une fois qu'on a eu une certaine reconnaissance, on s'est sabordé, tout simplement. Quand tu dis fuite en avant, c'est-à-dire que vous avez amené la provoque sur d'autres événements institutionnels de l'art contemporain. Tu peux être un peu plus précis là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, après le CAPC, on s'était fait une spécialité d'intervenir sur les institutions culturelles, qu'elles soient musées d'art contemporain, salons d'art contemporain. On intervenait sans demander la permission sur ces genres d'événements, en provoquant, en détruisant, en faisant ce qu'on avait envie de faire en fait. C'est pour se marrer. Bizarrement, ça vous a fait connaître. Quelque part, d'une certaine façon, ça vous a établi. Oui, ça nous a fait connaître parce qu'on faisait des coups d'éclat quand même. Forcément, quand on va lacérer des toiles de Kunz à Venise, on parle de vous. Quand on va détruire 2 toiles sur la FIAC à Paris, sur le stand du galeriste le plus connu de New York, ça fait parler de vous. Mais le but, c'était pas de faire parler de soi, c'était d'aller jusqu'au bout dans notre démarche, parce qu'en fait, petit à petit, c'était devenu plus sérieux après le CAPC. Plus on faisait des actions, plus on réfléchissait à ce qu'on faisait, évidemment. On n'est pas non plus des vandales idiots. Et donc on était arrivé là aussi c'était un pied de nez à Duchamp, par lesquels les artistes à cette époque et même encore maintenant ne jurent que par la doctrine Duchamp. C'est que lui avait dit ceci est de l'art en parlant de n'importe quoi. Nous on avait dit détruire de l'art c'est aussi de l'art, puisqu'il en est ainsi, on va jusqu'au bout. Donc on détruisait de l'art, pour nous c'était de l'art. Le côté de détruire, parce que quand même vous avez porté préjudice à d'autres œuvres, au travail de collègues, ça a été finalement pas si mal perçu que ça, un peu quand même. Si, ça a été très mal perçu évidemment. Mais nous on visait pas les artistes en fait, on visait l'art. Donc on s'en foutait de savoir qui allait être touché. C'était pas notre propos. Nous c'était l'art et le système de l'art. Et tous ces abus, d'ailleurs ça continue, ça n'a pas changé du tout. C'est ce système, voilà, on était contre ce système.
Et du coup, au bout d'un moment, de nihilisme en nihilisme, vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on fait? On se fait harakiri, on se saborne, on saute de l'avion sans parachute. Vous êtes quoi, dissous en vol? Le coup de grâce, ça a été la FIAC à Paris, où quand même, on s'est fait arrêter. C'était un choix. On avait choisi de s'arrêter de toute façon, donc on s'est dit il faut bien s'arrêter un jour, donc on va se laisser arrêter. Donc comme ça on pourra argumenter notre discours et puis s'expliquer sur nos actes. Donc on s'est fait arrêter, on a été emprisonné, on est passé en jugement. On n'a pas eu grand-chose finalement parce que Léo Castelli, le galeriste sur le stand duquel on avait détruit les peintures, a retiré sa plainte. Parce que entre-temps, on était entré en contact avec lui, on avait eu l'occasion de développer notre concept et il avait fini par nous comprendre. Mais il ne pouvait pas, c'est ce qu'il nous a dit, qu'il ne pouvait pas cautionner vis-à-vis de ses artistes. Donc la seule chose qu'il a pu faire, c'est retirer sa plainte. Donc du coup, on a eu 5 ans de mise à l'épreuve et du sursis et tout. Alors qu'il y en avait quand même pour 3 milliards de dollars de dégâts. Eric Kilotte, peintre. Comment on rebondit après? On quitte la scène, on passe à autre chose, on va cultiver ses patates, ou est-ce qu'on peut trouver un autre concept, se renouveler? C'est difficile, il y a un temps mort où on se remet en question. D'abord, est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant après avoir fait tout ça? Revenir à la peinture, c'est un peu ridicule après avoir fait ce genre d'action. Donc on a laissé faire le temps. Mon collègue Stéphane est parti vivre en Dordogne, moi à Marseille. Et puis chacun a fait des choses plus ou moins réussies de son côté. Puis on s'est retrouvé à Bordeaux une dizaine d'années après. Et là on a remis le couvert puisque on avait 5 ans de mise à l'épreuve et c'était passé, donc on pouvait recommencer à faire les cons. Mais là, on ne détruisait plus. Là, on se contentait de faire des actions coup de poing, toujours pareil, dans des galeries, dans des salons d'art contemporain, sans prévenir. Et ce coup-ci, en filmant nos actions. Voilà. Et donc, l'œuvre, c'était les réactions des gens. Ça circule pas, ça? Non. J'ai cherché des trucs de cette époque-là et moi j'ai pas cherché pendant 3 jours sur le net, mais je suis pas tombé dessus quand même. Non, mais c'est normal, il n'y a jamais eu de site internet pour les inflammables. Je crois qu'on a dû mettre à la fin 1 ou 2 vidéos sur YouTube, mais c'est tout quoi. Donc si vous faites une recherche sur Google, inflammable, ça n'existe pas quoi. Et c'est pas faux, même avec un seul M. On a réussi au moins ça, c'est ne pas laisser de traces. Comment on revient aux affaires? Comment on retrouve le goût de créer? Enfin, aux affaires, je m'entends, on parle d'art, donc c'est autre chose. Mais... En ce qui me concerne, ça s'est fait simplement. Stéphane est parti vivre à la Guadeloupe. Donc c'était difficile de continuer à faire des actions filmées parce qu'on n'allait pas se ruiner en billets d'avion. Donc du coup, Inflammable était totalement mort. J'avais envie de reprendre la peinture après avoir fait toutes ces années abstinence. Je me suis dit tiens, je vais réessayer là où j'avais arrêté. Je vais essayer de refaire une peinture au moins avec mes personnages. Et si ça me plaît, pourquoi pas. Après tout ce que j'ai fait, c'est peut-être ridicule de reprendre la peinture, mais si moi ça me fait plaisir, après tout, pourquoi pas. Et puis voilà, la mayonnaise a pris, et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pas longtemps que j'ai repris la peinture, ça fait 10 ans. Donc c'est pas énorme. Hein. Depuis que tu as repris, on sent quand même dans toute la série de tableaux, ce qu'on voit sur ton site, tu dénonces quand même un peu tout ce qui va pas, quoi. D'habitude, on sait que les artistes, ils sont peut-être plus sensibles à ce qui se passe que nous. C'est peut-être pour ça qu'ils sont artistes. Mais alors toi, on se dit que il y a des jours, tu dois avoir envie de te suicider tellement la vision que tu donnes du monde c'est vraiment un monde de merde, quoi, où on vit. C'est pas un monde de merde, c'est la réalité. Alors à vous de juger après, hein. Moi je ne fais que, comme tu disais tout à l'heure, mettre le doigt là où ça fait mal. Je suis peut-être le révélateur, mais il n'y a pas besoin de moi pour révéler, hein. Donc il suffit d'ouvrir les yeux.
Bon, en même temps, je fais pas dans le fait divers, c'est-à-dire que quand j'ai repris la peinture, je me suis dit, bon, ok, je refais des petits personnages, mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas suffisant. Quand j'ai recommencé la peinture, j'avais 45 balais. Je vais pas continuer à faire des petits personnages comme ça, ludiques, énervés. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait du fond, quoi. J'en suis arrivé à traiter des sujets difficiles, et du coup, mes petits personnages, ils ont pris une fonction, c'est-à-dire que leur côté ludique et gesticulant, ils arrivent à faire passer des choses difficiles par ce biais-là, par leur côté ludique et un peu naïf, quoi. Moi, en fait, j'utilise l'actualité, mais je fais pas dans le fait divers. C'est-à-dire que je transforme un fait d'actualité pour en faire quelque chose qui peut devenir universel. C'est-à-dire que quand je traite, par exemple, les boat people ou les réfugiés, on n'a pas de signe qui va nous dire qu'ils viennent de telle ou telle nationalité. En fait, ça peut fonctionner pour tous les gens qui cherchent un avenir meilleur et qui prennent un bateau pour aller accoster quelque part. Voilà. Quand je traite la Syrie, je dis pas que c'est en Syrie. Ça peut être n'importe où. C'est toujours des innocents qui trinquent. Voilà, c'est à ce niveau-là que je traite les sujets. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a quelque chose aussi qui me sidère, c'est que paradoxalement, tu dénonces des choses qui sont quand même relativement horribles. Il y a des tableaux où ton personnage il est sous une pluie de bombes, où tu vois un ours qu'on devine qu'il va pas tarder à se noyer sur le réchauffement climatique. Enfin, tu tapes sur des sujets sérieux et finalement tu arrives à faire du beau avec ce qu'elle est. Il n'y a pas une contradiction là-dedans. Enfin, comment on vit ça, de se retrouver avec finalement quelque chose qui est agréable à regarder, mais qui projette toute la misère du monde. C'est un peu ça ce que tu fais quelque part. C'est ça, c'est un challenge. C'est arriver à faire passer des messages sans oublier que je fais de la peinture. Alors effectivement, je pourrais faire du trash, mais ça irait pas avec mes personnages. Donc je reste sur le côté ludique, agréable à regarder, mais bon, le sujet, lui, il est assez chaud, quoi. Eric Kilotte, peintre. Pour ce qui est du graphe, pendant longtemps, je me suis dit, bon, tu serais un peu ridicule à ton âge d'aller recommencer à faire le con sur les murs. Et puis en fait, ça s'est fait naturellement, sans que je le cherche. Ce sont les jeunes qui sont venus me chercher. Alors au début, j'étais réticent, parce que j'avais plusieurs années où je me disais non, c'est pas possible. Et puis il y en a un qui a réussi à me décider, puis deux, et... Justement, tu travailles en collab, tu es sur une fresque qui est quelque part dans Darwin en ce moment avec un autre acolyte. Oui, dernièrement j'ai fait une collab avec Massoner. C'est lui en fait le premier qui m'a demandé à faire une peinture avec lui. Et bon, je le remercie parce que finalement j'ai beaucoup aimé recommencer comme ça à faire des peintures sur les murs. C'est autre chose que la peinture en atelier, ça n'a rien à voir pour moi. D'ailleurs, je ne peux pas faire la même chose, c'est pas la même démarche. La peinture en extérieur sur mur, est-ce que c'est pas elle qui te donne une espèce de kick, une espèce d'étincelle que après tu vas pouvoir quelque part décliner en atelier? Est-ce que c'est pas ça il n'y a pas une petite décharge d'adrénaline en extérieur qui permet de maintenir la flamme? Oui, bon, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, j'ai pas recommencé à faire du Vandal la nuit. J'en suis pas là encore. Peut-être ça viendra, mais bon, c'est pareil. À mon âge, je vais pas. Faut pas déconner. Faire des trucs avec des mecs dans des endroits plus ou moins autorisés, parce que bon, Darwin c'est plus ou moins autorisé. Chacun fait ce qu'il veut en toute sécurité. Dans un premier temps, ça me va. La deuxième partie de ta question, c'est vrai que ça change la technique. Et ça change la technique et c'est motivant et c'est enrichissant pour la peinture après, la peinture en atelier, parce qu'en même temps on voit ce que font les autres. Les jeunes m'apportent beaucoup dans la technique et dans la façon de faire.
Tu les sens comment par rapport à... Parce que quelque part, vous avez, on va dire, 30 ans de différence. Il y a même pas de lien, en fait, entre vos générations. Il y a comme un grand vide et vous arrivez à collaborer. Comment tu les sens, eux, par rapport à toi, au même âge ? Alors oui, évidemment, ils ont l'âge de mon fils, mais bon, j'ai pas de problème moi pour discuter avec mon fils et discuter. Moi, il paraît que je suis resté jeune, tant mieux. Mais discuter avec des mecs de 30 ans, ça me pose pas de problème. Si eux, ça leur pose pas de problème, je vois pas où est le problème finalement. Je veux dire, tout est dans la tête, donc si eux, ça les dérange pas, moi non plus. Et du coup, comment le fait que le street art ait explosé, toi, tu le vis bien ou il y a à boire et à manger là-dedans? Est-ce qu'il y a du trop commercial? Est-ce qu'il y a de la récup? Est-ce qu'il y a aussi du vrai génie qui se trimballe? On en est où côté street art de ta vision de précurseur? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des trucs vraiment bien. Il y a des trucs nazes. Des trucs sans intérêt, des trucs qui ont déjà été faits des millions de fois, mais les mecs, ils ont aucune notion de l'histoire de l'art, donc ils savent pas, tout simplement. Donc c'est dommage, ils refont des trucs qui ont déjà été faits. Bon, ça les forme quelque part, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Sinon, sur le street art qui est à la mode, comment dire? C'est bien et c'est pas bien, quoi. C'est bien parce que les mecs qui font du street art, ils ont envie d'être vus. Mais en même temps, tout le monde veut faire du street art maintenant, donc ben voilà, il y a beaucoup de choses qui ont rien à foutre dans le street art, quoi. À Bordeaux, c'est clair, il y a eu un changement de politique de la ville depuis quelques années où on est passé de on n'en veut pas à mettez-en partout, quoi. Comment t'expliques ça, toi ? Moi, ça me fait chier, moi. Franchement, cette hypocrisie, quoi, c'est pas possible, quoi. D'un côté, on fait croire aux mecs que ça y est, toutes les portes sont grandes ouvertes, et puis d'un autre côté, on efface des mecs qui font des trucs dans la rue, ils sont effacés systématiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire du tout. C'est complètement hypocrite. Alors, et en même temps, bon, je vais pas me faire de copains, mais c'est toujours les mêmes qui profitent d'une certaine politique. Voilà. La plupart des mecs qui ont bénéficié des largesses, on va dire, institutionnelles, ils sont pris au piège. Comment tu veux que les mecs, maintenant, ils puissent s'exprimer librement dans la rue ? Pensez qu'ils ont fait un choix, qu'ils y ont un peu réfléchi avant de mettre le doigt dans l'engrenage ? Ouais, mais ça me fait chier aussi encore. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que la grande différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant j'ai l'impression que les mecs qui font des peintures dans la rue, pour pas dire street artistes, quelque part ils ont un plan de carrière, quoi. Alors qu'avant on s'en foutait complètement, c'était juste pour le fun. Ça, c'est un peu dommage, cet esprit-là. Je comprends en même temps, mais c'est la grande différence, en fait. Alors, quand on a les travers, c'est que quand on a un esprit carriériste, alors effectivement, on est prêt à accepter des aides de la mairie, de la région, on se pose pas de questions. C'est comme le chat qu'on nourrit avec les croquettes, quoi. À un moment, il sait plus chasser les souris si ça s'arrête. C'est ça. Bon, après, j'ai peut-être raté un truc, mais bon, pour moi, le street art, c'est dans la rue, point, quoi. Quand je fais des peintures, que j'expose en galerie, c'est plus du street art. C'est dans l'esprit, mais c'est plus du street art. En parlant d'exposition, qu'est-ce que tu mijotes? Si tu mijotes quelque chose ou... Comme je te disais tout à l'heure, en fait, on était beaucoup plus connus Inflammable que Kilat. Ouais, ça fait donc un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai recommencé à faire la peinture, donc il faut le temps que les choses se fassent. Et puis c'est pas mon but non plus d'être reconnu. Moi, je trace mon bonhomme de chemin. Et puis recommencer à zéro, c'est pas si simple. Recommencer depuis le début sans être connu du tout et tout en sachant ce qu'on a déjà fait, c'est pas simple du tout. Mais bon, voilà, c'est à force de boulot. Mais c'est pas le but d'être connu. Moi, si je peux simplement faire partager ma vision de la peinture et puis vendre un peu et puis
en profiter pour voyager un peu avec, moi ça me va, c'est tout. Voilà pour ce chapitre de l'histoire de l'art mural bordelais. Éric Quillat, dont vous pouvez retrouver les œuvres sur son site, c'est le plus simple, puisque l'artiste vit un peu caché au fin fond de la campagne près de Bordeaux. Alors le plus simple, c'est d'aller faire un petit tour sur www.kilat.eu. Vous y découvrirez ses dernières productions ainsi que les dates de ses futures expositions. À bientôt pour un nouveau bulle d'art, plein de bulles, plein d'art et plein de peps.